podcast Sœurs de cœur. Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast Sœurs de cœur. Mais moi, c'est Ariane et je suis avec ma soeur de cœur, Mélodie. Oui. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maude. Oui, ben merci d'être avec nous sur notre podcast. Hein. Ça fait plaisir, merci de savoir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi, de te présenter à nos auditeurs? Ben oui, je suis Maude Belval, cofondatrice de l'agence marketing Wave NC et également présidente de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Donc, ça fait 5-6 ans que je navigue dans le monde des communications, réseaux sociaux, entrepreneur dans l'âme. Là. Je dis souvent la phrase je suis la personne qui avait le petit stand de limonade là, sur le bord de la piste cyclable quand j'étais jeune. Donc, tout ce qui est projet entrepreneurial, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis tout ce qui est communication également. Parfait. C'est ça qu'on avait un peu fait des petites recherches sur toi. On avait vu tout ça. On a vu aussi que tu avais un podcast. Ouais. Marketing RH, c'est comment c'est Il y en quoi? a plusieurs, parce que dans le fond, dans nos bureaux, on a un studio. Ouais, c'est ça. Apéro RH, c'est comme un principal que j'anime. On avait Success Factory avant avec Wave NC, qui était plus animé par mon associé Jean-Michel. Puis on a aussi le podcast Acrea en ondes là, avec l'Association des créateurs de contenu. Fait que dépendamment de quel organisme, là, on a différents podcasts. Là. Tout ça avait dans ton studio. Oui, ça fait 1 an et demi qu'on a le studio Wave NC, donc nos bureaux là, au coin Chabanel-Saint-Laurent dans le secteur de Antique. Donc c'est un petit studio, là, on reçoit certains podcasts, on s'assure aussi d'avoir des décors qui sont comme interchangeables pour avoir justement des rideaux différents ou que chaque podcast a sa propre personnalité, là, fait qu'on personnalise vraiment le studio selon le podcast. C'est vraiment le fun. Oui, vraiment. Fait qu'on va parler un petit peu de Wave NC un peu, dire comme qu'est-ce qui t'a poussé à fonder ton agence avec ton associé. Et ça part de loin. En fait, à la base, moi, je suis graphiste, donc j'ai étudié en infographie puis en graphisme. Puis il y a comme justement, ça doit faire 6 ans, j'ai rentré dans une agence comme graphiste. Puis dans ce temps-là, les réseaux sociaux, tous les postes gestionnaires des réseaux sociaux ou gestionnaire des communautés, création de contenu, ça n'existait pas tant. Là, ça commençait là, avant pandémie. Donc, tranquillement, pas vite, comme vu que j'étais la graphiste, j'étais portée à faire les visuels réseaux sociaux. Là, j'ai commencé à me former vraiment beaucoup avec des formations en ligne. Puis, je travaillais avec des gens qui avaient des maîtrises en marketing. Puis, je réalisais que même si je voulais poursuivre mes études en marketing, la plupart des gens avec qui je travaillais, je leur disais Facebook Ads, je parlais de TikTok. C'était comme zéro, là, ils connaissaient pas du tout. Il n'y avait pas eu la formation à l'école, du moins. Fait que je me dis, il faut vraiment que je me spécialise dans ce programme-là, dans cette industrie-là, plutôt, là, création de contenu, réseaux sociaux. Fait que j'ai travaillé en agence pendant comme 2 ans. Après ça, la pandémie est arrivée, il y a eu la restructuration. Fait qu'en juillet, comme 2020, je suis comme partie à mon compte vraiment plus en création de contenu. Puis là, à un moment donné, création de contenu, les algorithmes baissent, ça fait que la visibilité est un peu moindre pour les entreprises. Fait que c'est souvent bon d'accompagner la création de contenu avec quelques campagnes publicitaires parce qu'on met tellement d'efforts à faire du contenu, des beaux vidéos. Puis les gens, au final, 5% de nos abonnés Facebook, par exemple, voient notre contenu. Fait que c'est vraiment peu. Fait que là, j'ai rencontré mon associé Jean-Michel, quelqu'un nous a mis en relation ensemble. Puis lui, il était vraiment spécialisé en campagne publicitaire. Donc, lui, il s'occupait des campagnes publicitaires pour mes clients. Je m'occupais de la création de contenu pour ses clients. Fait qu'on s'auto-facturait là, comme ça pendant comme plusieurs semaines, mois. Puis à un moment donné, un bon vendredi, on s'est dit, il me semble que ça fait très pour qu'on s'associe. Fait que là, ça fait 3 ans et demi que Wave NC est fondé. Ça a pris comme, mettons, 1 an. Puis là, en mars 2021, on a lancé Wave NC. Puis on est rendu une belle équipe de 8 personnes. Là, fait que ça va vraiment super bien. On a une belle croissance. Puis on est super contents. Félicitations. Oui, félicitations à toi. Ouais, on a vu, est-ce que ça... En fait, on a vu que comme vous... Attends, comment je faisais ça? Ah oui, que la valeur du fait d'avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle est une valeur qui se transparaît dans cette agence-là. Puis on se demandait comment cette philosophie-là se transparaît en fait dans le quotidien. C'est une bonne question. Puis à chaque fois que j'en parle dans des podcasts, de l'aspect comme conciliation travail-famille, c'est tout le temps les vidéos qui fonctionnent le plus parce que j'ai été habituée comme ça avec l'agence où j'étais avant, qui était quand même déjà assez flexible, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu encore la pandémie. On travaillait quand même déjà à distance. Je travaillais déjà avec mon ordinateur en voyage. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi cette profession-là, c'est que j'aimais beaucoup partir avec mon ordinateur n'importe où puis pouvoir travailler. Puis on l'intègre beaucoup, beaucoup chez Wave NC aussi. Puis je réalise que c'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Il y en a encore que c'est comme ça, mais veux pas nous, on est une équipe de jeunes, donc il faut s'adapter aussi à la réalité du travail avec qui on travaille. Puis nous, on a des tâches qu'il faut effectuer dans la semaine, mais si tu les fais le lundi soir ou si tu les fais le samedi matin, ça me change pas grand-chose. C'est tant que la tâche, elle est exécutée puis que les objectifs sont remplis,
ton nombre d'heures par semaine peut être fait quand tu veux, tu sais. Pour vous donner un exemple, on a instauré cet été la semaine des 4 jours, donc juste pour cet été, pour faire un test. Puis, étonnamment, ça n'a pas tant été quelque chose qui a eu un résultat positif. C'était pas positif, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose parce que il y en a qui ont... Tu sais, il y en a une qui a un enfant dans notre équipe et était comme... Ben honnêtement, je préférais faire moins d'heures par jour que tout combiné en 4 jours. C'était trop pour moi. Puis j'ai réalisé comme on avait déjà cette flexibilité-là, le besoin d'avoir congé un vendredi, la seule chose que ça a changé, c'est de dire... Si quelqu'un m'envoie un courriel, je suis pas automatiquement obligée d'y répondre cette journée-là parce que le client est au courant qu'on est en congé, donc je peux me permettre des tâches plus créatives. Mais ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on a déjà, tu sais, on a une employée qui a fait ses cours d'espagnol le vendredi matin, comme on est déjà flexible, tu sais, tant que les heures sont remplies, on a un logiciel ClickUp qui fait que les gens mettent comme les heures ou quand ils rentrent les heures, là, n'importe quelle tâche, puis on est capable de mesurer tout ça. Parce qu'il faut aussi s'assurer qu'on charge le bon prix au client, là, tu sais, on peut pas non plus dire prends n'importe combien de temps pour faire cette tâche-là, ça fonctionne pas comme ça. Fait que oui, on a cette flexibilité-là, puis tant que nous, notre philosophie, c'est tant que tu retardes pas le groupe, parce que tu peux aller faire une randonnée, mais si tu pars toute la journée en randonnée, ça se peut qu'un employé ait une question pour un autre employé puis que ça le bloque sur une tâche. Pars avec ton téléphone, fais juste répondre, je te reviens plus tard, ou peu importe où je vais, comme là, j'ai mon ordinateur, il y a quelque chose après, je vais le faire dans ma voiture. C'est de pas bloquer la charge de travail des autres, mais effectue ton travail dans les heures que tu veux, puis ça change pas grand-chose. Là, Il y a une question qui m'est venue en tête pendant que tu en parlais, mais comme d'où est venu le nom de votre agence Wavency? On a fait un post il y a comme 3 jours. Je l'ai vu, justement. Parce qu'on s'est tellement posé la question, puis écoute, on a tellement cherché là, des noms, là, ça a été des brainstorms et des brainstorms, tu sais. Puis ça l'a fini avec Wavency, puis faut tellement tout le temps l'épeler, là. On est super contents du nom, mais c'est des gens qui disent Wav Agency, puis on se fait déformer Wavancy, on se le fait déformer vraiment beaucoup. Mais il y a plusieurs significations parce qu'une wave, tu sais, quand tu dis bonjour à des gens, tu wave allô, une wave de son aussi. Fait qu'il y a comme plusieurs significations au mot, puis c'est sûr que ça sonnait aussi comme le mot agence, fait qu'automatiquement on fait associer Wavency à agence, mais c'est vraiment un mot inventé. On voulait un mot qui n'existait pas nécessairement non plus déjà. Fait que c'est comme ça qu'est né le nom Wavency. Ouais. OK, cool, merci. Puis on a vu que tu as été en voyage récemment, puis tu as fait du télétravail justement. Comment tu as réussi à combiner tout ça, les heures, décalage? C'est tellement le fun de travailler en Europe, là, parce que c'est pas le premier voyage que je fais. Celui-là était un peu plus difficile. Je sais pas si vous voulez rentrer dans les technicalités du voyage, là, mais mettons, je l'ai fait en 2022 en Islande, puis en Irlande, puis ça a relativement été facile. Surtout en Islande, il y a du réseau partout, tout le temps. Puis c'était le fun parce que le matin, on se lève, tout le Québec dort. Puis là, tu vas faire une rando, tout le monde dort, personne t'achale. Tu reviens, tu dînes, tu trouves ton ordi, le monde commence à se réveiller. Fait que t'as l'impression que tu vis une journée le matin, tu profites de ta journée. Après ça, tu travailles tout le soir jusqu'à comme 9h. Mais en Europe, à 9h, les restos, ça rouvre à 9h. Là. Ouais, manière de parler. Fait que tu ressors après, tu vas souper. Fait que t'as l'impression que dans la même journée, t'as beaucoup plus d'heures en ayant fait la même quantité de travail au final. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis le dernier qu'on a fait justement, j'ai fait comme Portugal, Maroc puis Espagne. Ça a été un peu plus difficile parce que j'avais pris pour acquis que si je me fie à mon dernier voyage, l'Internet en Europe, pas de problème, il y en a partout. Puis j'ai pas demandé l'Internet speed habituellement que je demandais quand je partais pour avoir la vitesse d'Internet. Puis en Espagne, où je pensais travailler le plus, l'Internet, j'étais même prête à faire des appels vidéo. Il a fallu que je demande à des gens de m'aider pour prendre des meetings que je pouvais pas prendre. Fait que ça a moins été... ça a moins été fluide que j'aurais pensé. Mais au-delà de ça, c'est vraiment juste de pouvoir dire comme, OK, ben je travaille. Là, puis c'est pour ça que souvent les gens, c'est comme tu pars dans bien longtemps, oui, parce que je combine du travail. Fait que je reste à des endroits peut-être une journée ou 2 de plus que la plupart des touristes resteraient, mettons, dans certaines villes. Mais ça me permet de combiner ça. Puis ça me permet aussi de pas perdre d'argent pendant que je travaille parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui... C'est pas quelqu'un qui travaille dans un commerce, ben tu t'en vas, ta paye elle rentre pas. Moi, ma paye continue à rentrer parce que je peux quand même faire avancer les choses malgré tout, même si j'ai à distance. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Mais ça a été plus difficile le dernier voyage. Comment t'as fait pour aller au-delà de ces défis dans ces pays-là? Ben, au Maroc, on avait pris une carte SIM. Fait que même dans le plein milieu du désert, j'avais du réseau, étonnamment. Fait que je répondais à mon équipe. Mais j'ai énormément travaillé avant aussi. J'avais fait comme plus d'heures. Comme tes 3 semaines avant, j'avais fait comme beaucoup plus d'heures. J'avais avancé beaucoup de projets, justement, fait plus d'enregistrements de podcasts pour pas que ça paraisse. Ça faisait longtemps que ça nécessite de la planification, là, je veux pas définitivement. En Espagne, ben, j'ai demandé, j'ai quelqu'un qui m'aide au développement des affaires, j'ai demandé de faire 2-3 appels. Notre équipe est rendue quand même assez grande, entre guillemets, même si on est une petite équipe, pour pouvoir déléguer des tâches. Puis
malgré tout ça, j'avais pas le contrôle. Là. Même si j'avais voulu aller dans un café à ce Airbnb-là, on était en plein milieu des montagnes, le café était loin. Des fois, il y a des choses qui, malheureusement, n'est pas possible. Puis c'est de m'enlever la culpabilité parce qu'on culpabilise souvent. Puis surtout quand c'est notre entreprise, on se dit là, ça va s'affecter mes stats, ça va s'affecter mes résultats. Mais on n'est pas médecin, tu sais. Au final, on ne sauve pas des vies là, avec le marketing. Donc, même s'il y a un meeting de moins qui je suis pas présente, c'est vraiment pas la fin du monde, ça peut arriver. Puis c'est juste d'essayer de pas que ça arrive tout le temps, là, évidemment. T'es-tu toute seule? Non, je suis avec mon copain. Puis lui, est-ce qu'il faisait aussi du télétravail? Oui, lui, il fait de la recherche de subventions pour les entreprises, fait qu'elle aussi est en télétravail, Parce que les deux doivent quand même être sur le même horaire, c'est ça, ça ratait pas. Oui, c'est ça. Fait que les deux, on ouvrait notre ordi, puis on s'installait, puis on travaillait pas mal en même temps, là, fait que ça, c'était le fun aussi. Ça t'a-tu apporté d'autres, à part de ça s'est bien passé, d'autres défis, non? Ben, c'est sûr que le Maroc, en soi, c'est un pays qui était plus challengeant que je pensais. Je me doutais bien, là, du choc culturel, tout ça, puis on avait décidé d'aller à la petite île de Madère, là, qui est rendue une île comme le Hawaï du Portugal, qui est super populaire. Puis juste à côté, il y a le Maroc. Fait qu'on s'est juste dit, on va poursuivre le voyage au Maroc, puis on va traverser par bateau en Espagne parce qu'il y a la traversée de Gibraltar est là. Puis au Maroc, ça a été quand même plus challengeant là, au niveau de la culture. Là, c'est sûr, il y a eu des... il fallait vraiment faire attention en tant que femme. C'était pas... je me suis pas sentie pas en sécurité, moi, personnellement. Mais il fallait être préparé au type de scam qu'il peut avoir. Puis vu que j'avais beaucoup été lire avant sur... tu sais, quand les gens disent « cette rue-là est fermée, va pas là », au final, c'est là qu'il faut aller. Tu sais, j'étais au courant, mais les gens de mon entourage qui me disaient « je vais aller au Maroc », il y a beaucoup de gens qui me disaient « moi, c'est comme l'Europe maintenant, le Maroc », mais c'est pas vrai. Il y a quand même des différences culturelles. Il faut quand même être au courant des différences culturelles puis des types de scams dans tous les pays qu'il y a. À Cuba, quand j'étais allée à La Havane, c'était les cigares, là, c'était des faux cigares qui se vendaient. Fait qu'il faut juste être au courant, peu importe le pays qu'on fait, des différentes attrapes touristes qu'il peut y avoir. Là, fait que... Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aimerais donner aux gens qui voudraient faire cette même conciliation-là? Ben, l'Internet, là. Déjà, là, en partant, l'Internet, assurer que votre cerveau fonctionne bien le soir aussi, parce que finissant des fois des meetings à 9-10 heures, ben, ça peut être challengeant des fois si les gens sont habitués d'être plus des gens matinales. Moi, je suis matinale, mais ça va super bien quand même. Ça allait super bien en voyage quand même, mais vraiment, l'Internet... carte SIM aussi, parce que pour faire en certains moments des partages de connexion. Puis l'Internet là-bas, faire changer sa carte SIM ou avoir une eSIM, là, ça coûte rien. Puis une eSIM, j'ai découvert ça cette année. C'est, dans le fond, avec une application directe sur le téléphone, je rentrais le pays que je voulais, je choisissais le nombre de données que je voulais, puis ça me mettait sur le réseau de ce pays-là. Je savais pas que ça existait. Au lieu d'aller faire changer physiquement la carte SIM, mais au Maroc, c'était moins cher de faire changer physiquement la carte SIM, là, la moitié du prix. Mais au Portugal, c'est le même prix, faire changer la carte SIM ou prendre une eSIM qui est directement reliée. Fait que c'est ça que j'ai pris. C'est environ combien en canadien, ça? Écoute, je pense au Maroc, pour 25 gigs d'Internet, ça allait coûter, je pense, comme 15 €. Fait que, mettons, 25 $ pour 25 gigs, mettons. C'est quand même raisonnable, là, oui. Ça t'a duré comme tout ton temps? Ouais. 25 gigs, c'était beaucoup quand même. Là. Fait que, ça dépend ce que tu fais. Là. Si tu fais comme 3 vidéocalls par jour, c'est pas assez, mais... Ouais, c'est ça. Mettons, tu as des FaceTime, tu vas faire même des Zooms, ça va être plus prenant. Plus d'Internet, c'est ça. OK. Et on se demandait, tu sais, en tant que propriétaire d'agence, est-ce qu'il y a des trucs que le monde, ils savent pas du milieu, qui pourraient être surpris? Mettons, les clients ou les gens qui voudraient se partir une agence. Le monde qui voudrait aller travailler là-dedans. Mettons, moi, je suis aux études présentement en communication marketing. Je connais un peu ça, j'ai déjà fait un peu de stage, mais pas tant que ça non plus. C'est une bonne question parce que j'ai travaillé en agence, mais c'était aussi une agence petite, là, 13 employés environ, puis c'était vraiment une agence spécialisée en prospection LinkedIn, donc c'était beaucoup de B2B, beaucoup de ventes. C'était pas nécessairement des grosses stratégies genre comme Cossette ou LG2 ou les grosses agences qu'on connaît. C'est sûr que ce que j'entends du milieu, moi, personnellement, c'est que c'est quand même beaucoup de travail. Les gens qui travaillent en agence, ils font quand même beaucoup d'heures. C'est pas nécessairement un cas... Nous, c'est très rare que les gens font de l'overtime, mais c'est quelque chose qu'on a instauré dès le début. Fait que, des fois, les agences que ça fait longtemps qu'ils sont sur pied, ben ça se peut qu'il y ait une culture d'agence qui soit habituée à faire de l'overtime, puis c'est correct aussi. Là, des fois, quand on est jeune, on veut faire plus aussi. Fait que je sais que c'est quand même beaucoup d'overtime, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a... C'est une bonne question. T'sais, niveau réseaux sociaux et algorithmes, ça change tellement vite. Je pense que c'est tout le temps de te tenir à jour. Là. Ça va être un métier qui va nécessiter. Il y a 2 ans et demi, on faisait pas tant de contenu vidéo. Là, si ça commençait. Puis là, c'est presque juste ça, notre création de contenu. Je me rappelle quand j'ai fait mon plan d'affaires de Wavency il y a 3 ans pour une demande de subvention. Dans ma tête à moi, dans l'évolution, le poste qui allait prendre le plus de temps, c'est la rédaction.
maintenant, à la rédaction, ChatGPT nous aide. Ça reste qu'il faut quand même savoir être créatif puis bien l'utiliser, mais ChatGPT nous aide. Tout est devenu de la vidéo, donc il faut vraiment rester comme à l'affût d'une nouvelle tendance, puis en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'employeur, tu sais. Puis sinon, la version plus employeur, ben c'est sûr que de partir son agence, moi, je suis partie de une agence parce que j'aimais faire du marketing, mais à ce jour, j'en fais plus vraiment parce que tout ce que je fais, c'est de l'admin, du développement des affaires, de la vente. J'aime ça, j'adore ça, mais des fois, les gens se partent en affaires parce qu'ils veulent vivre de leur passion, mais ta passion, mettons que c'est ma passion que le marketing, elle devient c'est presque plus ça. Là. Quand tu grossis une équipe, ta passion, c'est plus ce que tu fais nécessairement tous les jours, c'est plus de l'admin puis des tâches répétitives. Là, fait que... Ça te manque-tu un peu? Oui. Un peu, oui. La semaine passée, justement, de nos employés, le riz a me réinclus dans certains brainstorms. OK. Puis parce que des fois, brainstormer tout seul aussi, elle sentait qu'elle avait le besoin de brainstormer en équipe. Puis j'étais comme, je vais le faire avec toi. Puis là, je lançais plein d'idées de contenu. Puis je me rappelle quand je faisais des calendriers puis tout. Puis c'est pas il y a si longtemps que ça. Mais oui, le côté créatif, là, des fois, ça me manque un peu. Okay. Mais je viens beaucoup le rechercher avec le gala Influence Création puis la créa aussi parce que c'est moi qui s'occupe des décors. Donc, elle a développé la thématique. Donc, mon côté créatif est quand même suscité, mais dans d'autres projets. Là, fait que, c'est ça, justement, en parlant du gala, comme... Pourquoi tu as décidé de t'y impliquer? Pourquoi tu t'es lancée dans ce beau projet-là? Écoute, c'est un gros projet, beau projet, mais à la base, en fait, Jean-Michel, mon assistant dans Waylency, me lançait l'idée parce qu'avec Apéro RH, le podcast dans les ressources humaines, le but, c'était de se mettre dans le milieu de la conversation du monde des RH, comme on faisait du marketing RH. Puis Jean-Michel, il m'a lancé il y a comme 3 ans. On devrait faire la même chose avec l'univers de la création de contenu, puis les créateurs de contenu, de créer peut-être un événement qui fait que les gens, ils sont, tu sais, qu'on réunit la communauté ensemble. Okay. Ça fait un bout de chemin. On est allé dîner avec Anto pour y en parler, voir ce qu'il en pensait, tout ça. Puis on l'explique beaucoup dans un de nos premiers épisodes de podcast à créer en ondes aussi, l'histoire là, du gala. Après ça, on réfléchissait, puis j'étais comme... Qu'est-ce qui fait que les créateurs vont vouloir venir à notre festival ou à notre événement? On hésitait vraiment là, à avoir la forme. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash comme, il faudrait que ça soit un événement de reconnaissance. Puis là, c'est là que ça a décliqué. On en a parlé avec Anto. On a joint Laurence à l'équipe qui s'occupe des commanditaires principalement. Puis là, on a décidé de lancer le gala. Fait qu'on était comme 4, 5 aussi au début. Puis je me rappelle, on est allé visiter la TEU, puis on voyait la salle, puis on était genre... On va louer ça, là. Nous autres, les gens, on avait vraiment mal au cœur à ce moment-là. Puis maintenant, à la veille de notre 3e édition, pas veille, mais c'est dans quelques mois, mais ça s'en vient, là, c'est en mai. Là, on loue la Place Belle, là, fait qu'il y a une partie de la c'est le 31 mai. Je pense qu'Anto, il n'avait pas pu vous l'annoncer parce que c'était pas encore officiel, mais là, c'est le 31 mai à la Place Belle. Pas la grosse place à 8000, on loue la place à 3000 places environ. Quand même! Là, fait que, on va la splitter en deux, puis tout, on a des gros plans, mais... Fait que, au départ, c'était vraiment une idée folle qui s'est réalisée à devenir quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Puis les gens sont super reconnaissants. Puis après ça, on est né l'association, justement, des créateurs de contenu. Fait que c'était vraiment pour venir encore plus supporter la mission. Puis pouvoir aussi, avec l'association, on répond à des projets de loi. Pas des projets de loi, mais des mémoires pour certaines réglementations que le gouvernement veut mettre en place. Il nous demande notre opinion. Fait qu'on devient un acteur clé un peu neutre aussi dans l'industrie. Fait que, on est super... félicitations! Félicitations! C'était ton idée? Puis, c'était toute notre idée. Au final, tout le monde a contribué un petit peu. Là, Anto, il avait amené des idées, GM, l'événement de reconnaissance en soi, c'est moi qui ai eu le flash, mais c'est à force de brainstorming qu'on a débouché à quelque chose. Puis, ce que les gens savent pas, qui est encore plus surprenant, c'est que tout ça, c'est bénévole. On est tous en 15-20 heures par semaine dans un projet bénévole actuellement. Avant le gala, on fait que ça pendant les 3 prochaines semaines, puis c'est bénévole. On n'a aucun support actuellement du gouvernement. Pour eux, on n'est pas catégorisé comme de la culture encore. Fait qu'on travaille beaucoup au rayonnement culturel pour faire reconnaître que la création de contenu, ça fait partie intégrante de la culture québécoise. Mais on n'a aucun soutien financier autre que des commanditaires. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de commanditaires au gala. Puis c'est pour ça que tout le monde qui travaille sur le gala est bénévole. Et ça vient de vos poches à vous, en réalité. La première année, on a fallu injecter l'argent de nos poches. C'est ça qu'il nous dit un peu en taux. Il nous en a parlé. Il nous a parlé un peu que c'était vous qui injectez l'argent. La première année, ça a été beaucoup de risques. Beaucoup de risques, mais on n'avait pas le choix. Là. Il y avait des fournisseurs qui ne le feront pas bénévoles. Web diffusion, audiovisuel, tout ça. Juste de la web diffusion pour faire diffuser, ça coûte 50 000. Là, pour vrai? Ben oui, juste ça. Là. Le gala en soi, si tous les dépenses, le VNL, fait qu'on peut le communiquer, mais si tous les dépenses, c'est salaire, puis tout était calculé à 100%, là, de tout le monde, un événement normal, c'est un événement de 800 000 à 1 million là, environ. Là. Fait que si on comptait nos salaires, si on comptait, là, on réussit à le faire avec moins parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, mais c'est un événement qui coûterait ça, là, théoriquement. Là.
Ah On ouais, n'avait pas de c'est ressources. vraiment gros, là. Ouais. Juste la nourriture, il faut nourrir les gens. Oui. Tu sais, les gens arrivent à 5 heures, puis ils partent à 3 heures du matin, c'est comme 2 repas Ah! par personne Ah, environ, ben parce oui. que... Puis plus l'alcool. Fait que juste ça, juste de nourriture, c'est plus que 100 000 là, qu'il faut prévoir, là, de nourriture C'est environ. fou. Je pensais jamais que Fait c'était que, aussi, ouais, genre, dispendieux. non plus. ça surprend tout le monde, là, même nous-mêmes, là, quand sûr. on fait le budget, ça nous surprend. Fait que... C'est ça, comme t'es comme une journée, puis c'est comme autant d'argent. Mais moi, ça disait des belles répercussions quand même. Oui, là. vraiment. Ben Puis oui. les créateurs qui gagnent, peu importe, c'est comme enfin, on a la reconnaissance qu'on a pas qu'on attendait, mais c'est. Tu sais, on a une personne, mettons, dans notre conseil d'administration, Isabelle Bonin, je sais pas si vous la connaissiez, elle a l'application Constance, avant c'était Short and Sweat. Elle, c'est entraîneuse. Oui. Puis je sais pas si vous vous rappelez, elle avait passé il y avait eu quelque chose à C'est quoi, elle avait passé, en tout cas, à C'est quoi, il y avait ri d'elle avec un sketch vraiment, genre, limite intimidation, puis ça a été comme devenu viral à cause de ça. Mais Isabelle, à la base, elle est avocate. Puis elle, tu sais, étant avocate, puis étant maintenant créatrice de contenu, elle a comme mission aussi de faire, tu sais, rayonner ce métier-là, parce que comme ça, à chaque fois elle nous avait dit à un moment donné quelque chose comme, puis là, je vais pas déformer ses mots, mais à chaque fois que je dis aux gens, genre, que j'étais avocate avant, puis que je suis créatrice de contenu, les gens me regardent comme si j'avais downgradé le métier, tu sais. Ce qui n'est pas le cas, là. Genre, elle a une belle entreprise qui fonctionne super bien sur les réseaux sociaux actuellement. Fait que c'est vraiment de s'assurer que, tu sais, faire des vidéos, vous le savez, là, ça prend combien de temps recevoir des invités, faire le montage, avoir quelqu'un derrière la caméra, c'est une C'est job, très long. là, c'est long, là. Fait que faut arriver à faire comprendre ça aux gens. Mais je pense vraiment que c'est un beau message, puis c'est vraiment important. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Ça, on l'avait un peu dit. On peut demander un peu, c'est quoi ta plus grande leçon que tu as appris avec tout ça, avec aussi l'influence au Québec? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh my God, c'est une bonne question. Ouais. Laisse pas y penser, là. Par rapport plus précisément genre, au gala et tout. Comme tu le sais. Ben, je pense que peu importe le projet que tu vas faire, il y a tout le temps des gens qui vont chialer. Puis tant que t'es pas vraiment dans les souliers de la personne, tu pourras jamais vraiment comprendre, tu sais. C'est la même chose entre amitié, une personne qui a un enfant, qui a pas d'enfant. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, genre, moi, je suis fatiguée, tout ça, tu peux pas comparer la fatigue de l'un avec la fatigue de l'autre. Il y a tout le temps des facteurs. Fait que c'est la même chose avec le gala. On s'est fait beaucoup critiquer pour des choses, puis genre, tu sais, nous, ça vient nous chercher parce qu'on est comme, on met tellement de temps bénévole. Mais finalement, les gens, ils savent pas, là. Tout ce qu'ils voient, c'est le fait que le micro manquait de batterie. Voyons, sont donc bien désorganisés, mais le micro, on les a testés 8 fois, les batteries, on les a changées, tu sais. Mais les gens le savent pas, puis les gens vont toujours continuer à critiquer. Fait que c'est juste des fois de te mettre dans la... Tu peux pas te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, même si t'essaies. Puis moi, jamais, toutes mes amies qui me disent qu'ils sont fatigués avec leur enfant, puis tout, même s'ils étaient maman à la maison, peu importe, je pourrais jamais comprendre, j'ai pas d'enfant encore. Fait que c'est tout le temps tu peux jamais être dans les souliers de l'autre, puis de tout le temps être dans la compréhension plutôt. Peu importe que tu décides de commenter quelque chose sur les réseaux sociaux pour bâcher quelqu'un, tu sais, Anto, vous en avez peut-être parlé un peu du hate qu'il peut recevoir. Même chose, tu le sais pas, là, l'autre personne, tout ce que le monde vit, là. Puis souvent, les gens qui commandent du hate, ben, c'est des gens qui sont très malheureux, là. Fait que... Tu n'as-tu reçu personnellement, toi? Personnellement, un peu, une des dernières vidéos, mais c'était pas... c'était toute la visibilité reliée au gala, c'est pas notre nom, c'est souvent le visage en taux. Fait que c'est le gala Influence Création qui a reçu du hate. Une de mes dernières vidéos, justement, je parle que... Parce qu'on avait eu un meeting avec l'Union des artistes récemment, puis on était dans la salle, j'étais avec la présidente de l'Union des artistes, puis le DG, puis Anto, puis notre DG, Jean-Michel, mon associé dans Wavency. En tout cas, compliqué, mais... puis on parlait justement que comment les jeunes n'écoutaient plus la télé, les séries québécoises. C'est vrai. J'expliquais dans un podcast qu'Anto, il avait amené un bon point. Il était comme peut-être que le média qu'on utilise pour communiquer aux jeunes puis parler des séries québécoises, il est peut-être pas bon. Dans le sens que la seule façon qu'on voit les séries québécoises actuellement, c'est sur les panneaux d'autoroute. Mais peut-être que s'il y avait des créateurs qui parlaient des nouvelles séries... Comme par exemple Dune, là, combien de créateurs on a vu à le lancement de Dune ou l'émission LOL d'Amazon. C'est comme tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait, puis tout le monde l'écoutait. Théoriquement, c'est même pas... C'est Amazon qui le produit, mais c'est avec des acteurs d'ici. Juste parce que le média qu'on a utilisé pour en parler. Fait bref, dans une vidéo, je parlais de ça. Puis là, il y a des gens qui ont commenté genre, ouais, vous autres les jeunes, vous écoutez jamais la télé. Puis il y a des gens qui ont commenté un peu des trucs négatifs quand au bout de la ligne, ce que je dis, c'était positif. Mais ça m'affecte pas vraiment réellement. Ce que j'ai trouvé plate, c'est que la première année, ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, on avait reçu des menaces de mort à la télé. Oui, il en a parlé un petit peu. Mais... il y a des gens qui étaient comme, on va mettre une bombe dans TU, tu sais. Ben voyons. Mais je l'avais rencontré moi avant en toute rame.
un avant pour un projet d'école. Puis, Je l'avais interviewé, ok. puis il en avait parlé, mais c'était pas filmé. Mais Là. pourquoi à ce point-là? Puis il m'en avait parlé un petit peu qu'il avait reçu une affaire de bombe, puis tout Ouais, ça, puis ça c'est fait eu ça. peur. Puis, Ben, eu peur. ben, T'sais, des souvent, risques, ces là. gens-là, ils agissent pas, mais on a pris Non. action quand même. Ouais. Là. C'est plus d'agents de sécurité, on a fait fouiller les sacs, puis on a appelé la police locale qui faisait des veilles de tous nos réseaux sociaux jusqu'à la journée du gala. Ils étaient présents au gala. L'an passé aussi, ils ont resté toute la soirée, là, les policiers, puis ils étaient discrets, personne ne les voyait, mais c'était juste pour faire les surveillances parce que les gens, il y avait vraiment puis de la haine envers les influenceurs. Puis là, on dit créateur de contenu, puis entre l'année 1 et l'année 2, tout a changé. Comme le discours, on a fait changer un discours de A à Z. Avant, c'était genre les influenceurs, puis genre sur ce ton-là, mettons. Puis là, maintenant, c'est les créateurs de contenu, puis les gens sont curieux, ils veulent en apprendre plus, puis le métier d'influenceur puis créateur de contenu, là, ça fait des années que ça existe. Là. Guillaume le métier vierge, là, puis ils en ont toutes faites, là, des pubs, puis des collabs, puis Mais oui. c'est juste que là, c'est différent, plus accessible, puis plus accessible exact. à la désinformation aussi. Fait que c'est ça aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute, puis qu'on croit, puis les algorithmes, des fois, font qu'on tombe dans une chambre à écho, puis qu'on voit juste des trucs genre, des canulars, des affaires comme ça. Mais ça a été quand même, de savoir que comme un de nos projets, les gens, ils détestent, qui ont tellement de haine envers comme cette communauté-là qui décrochent, là, puis qui disent des affaires vraiment qui n'ont pas de bon sens. Mais tu sais, on venait de sortir aussi quand même de Sunwing, là, ça faisait un an. C'est ça faisait pas très longtemps. Puis tout. Ah, Puis non, même Rio Bye Bye, il y a pas longtemps. Ah oui, c'est aussi. vrai. Il avait mis, Ouais, Bye Bye, il avait ri des influenceurs. Mais il avait comme... utilisé le gala Bye Bye aussi. Mais ils en ont parlé du gala des influenceurs Bye Bye, mais ils n'ont pas mis notre logo. Ils ont juste dit le gala des influenceurs, mais sinon, même si en rit, on était contents. On était comme on a passé au Bye Bye, là, genre, c'est le fun, là. Mais ouais, ça a été quand même challengeant, là, parce qu'on veut, on voulait vraiment s'assurer que l'événement se passe bien, puis overall, ça a tout le temps bien été, là. Coucou tout le monde! Ben, on interrompt cette vidéo pour vous présenter nos commanditaires. Nos commanditaires officiels sont Mille et un trésors et Gélie et Bon par Laurent. On va commencer par Mille et un trésors. C'est une compagnie québécoise de bijoux. C'est très beaux bijoux ici qu'on peut voir. Ils sont tous en acier inoxydable, alors de très bonne qualité. On les porte aussi présentement sur nous. On les adore. Ils sont vraiment pareil. On a un beau code promo pour vous et Sœur de cœur 15 pour 15% de rabais sur tout leur site web. Allez nous encourager, vous pouvez l'utiliser. Ici, on a la compagnie Gélie et Bon par Laurent. C'est des gâteaux faits maison. Si vous êtes à la Rive-Sud de Montréal, vous pouvez la contacter. Tous les liens vont être en bio. Donc, le podcast. Exactement, pour podcast. OK. On a vu que, comme on a pu le voir, on a vu que tu gères beaucoup de projets en même temps, Wave NC, les galas Influence Création. Comment, en fait, t'arrives-tu à équilibrer toutes ces responsabilités-là en même temps? Ben, tu sais, c'est jamais facile. Ouais. Genre, l'équilibre en soi, tout le monde dit, j'essaie de trouver l'équilibre, ça. Est-ce qu'on la trouve vraiment? Genre, cette semaine, je me sens super bien. La semaine prochaine, ça se peut que je sois à panique totale. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, c'est un challenge à tous les jours. Faisant beaucoup d'anxiété aussi, puis étant comme une personne stressée, c'est sûr que c'est plus challengeant. Clairement, l'organisation, là, toutes mes tâches sont notées. On a des logiciels de gestion qui nous aident à mettre tout le temps sur chaque tâche. Le matin, j'organise la journée, même le dimanche avant de commencer, les repas, j'ai fait d'avance aussi souvent. Mais ça reste, je pense, de dire que comme à la fin de la journée, on chauffe pas des vies, tu sais, je veux dire, je suis pas médecin, là. Ça, c'est quelque chose que je me répète souvent pour comme essayer de un peu aider à genre, là, c'est pas grave là, si ça s'est remis un peu plus tard que prévu, etc. Mais c'est sûr que définitivement, la créa puis le gala prend quand même beaucoup de place. Tu sais, je dirais que, comme je disais tantôt, c'est 15 heures, c'est 10-15 heures semaine à ce temps-ci de l'année. Près du gala, ça va plus être 20-25, 25 heures semaine. Fait que définitivement, Wave NC, il y a des heures en moins que je fais de moins. Puis même chose pour mon associé Jean-Michel. Fait que notre croissance avec Wave NC, est-ce qu'elle est affectée par le fait qu'on passe un petit peu moins de temps dedans? Peut-être. En même temps, ça crée tellement de contacts. Tu sais, je veux dire, maintenant, combien d'agences à Montréal peuvent dire que, tu sais, nous, on va dans des événements YouTube, on va dans des événements Google, on va dans des YouTube Google, on va TikTok Canada, on leur parle, on va déjeuner avec eux. C'est pour dans le but de la créa, mais ça reste que sans l'utiliser pour non plus toute notre agence, parce qu'il y a quand même l'aspect de conflit d'intérêt qui est vraiment important pour nous. Puis on fait pas vraiment de campagne d'influence non plus, parce que ça aussi, c'est une question de conflit d'intérêt. Mais ça reste qu'on a les pieds en plein dans le milieu de ce qui se passe dans la conversation. Fait qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur TikTok, on la sait. Fait que là, nous, on peut l'utiliser, cette connaissance-là, pour nos clients aussi, vu qu'on est au courant maintenant. Fait qu'en même temps, oui, ça peut avoir peut-être freiner un peu la croissance, mais d'un autre côté, ça
c'est une expérience de vie. Demain matin, j'apprends que j'ai une maladie, je suis sur mon lit de mort. Le gala risque d'être un des projets que je suis le plus fière parce que je pense que ça va perdurer dans le temps. On est un des seuls galas au Québec qui est en croissance aussi. Je dis pas que les autres sont nécessairement en décroissance, mais sont quand même plus stables. Nous, on continue à grandir année après année pour l'instant. On n'est qu'à notre 3e édition. OK. Fait que tu sais, l'équilibre, en fait, puis de jouer entre les différents projets, je pense que tout le monde a ses méthodologies. De segmenter ton travail, de dire, mettons, OK, là, pendant 2 heures, je focus là-dessus. Puis de pas toujours être aussi les fameuses notifications, là, le temps qui est perdu à aller voir le nouveau courriel pour répondre plus tard, ouvrir Instagram, aller voir ce qui se passe sur Facebook, répondre aux messages Messenger. Ça, c'est genre du temps perdu vraiment beaucoup pour moi. Fait que j'essaie de comme segmenter par bloc un peu mon agenda. Mais au final, des fois, je fais une méthode pendant 2 mois. Après ça, je change de méthodologie. Des fois, j'ai un agenda papier. Des fois, j'ai un agenda... Tu sais, ça varie tout le temps. Puis je pense que dépendamment de la saison, dépendamment de comment tu files, ta méthode d'organisation peut changer aussi. Là. C'est très intéressant comment tu t'organises parce que ça va pas être facile. Même nous, des fois, on a de la misère à gérer nos agendas aussi avec tout ce qu'on fait comme projet. Puis, c'est pas tout le temps facile. On dirait que je me dis tout le temps... Le jour, tu sais, je veux pas, moi, je suis un peu plus vieille que vous, fait que j'approche la trentaine, fait que je me dis, tu sais, un jour, il va y avoir peut-être des enfants dans le portrait, fait que c'est d'essayer de déjà penser à comment, tu sais, si je suis déjà débordée là, définitivement, les enfants, ça va ajouter une charge, mais je veux pas le sentir comme si c'était une charge, c'est déjà de travailler en conséquence, de dire comment je peux m'assurer que, tu sais, je pense qu'une de mes plus grandes craintes, c'est je veux pas que mes enfants sentent qu'ils sont lourds, quand je veux en avoir. Ça n'a jamais été un cas, moi, avec mes parents. Même si mon père travaillait beaucoup, il a toujours bien navigué à travers ça. Mais je sais qu'il y a des parents, des fois, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Fait que j'essaie déjà d'organiser mon agenda en prévention de ce jour-là. Puis, tu t'accordes du temps pour toi dans ton agenda? Oui, j'espère. Vrai, quand même, oui. Puis, tu sais, j'ai un chalet locatif aussi avec mes parents qu'on loue Airbnb. Puis souvent, ben, même si ça reste un peu du travail, ben, le week-end, on va là, on ramasse des trucs sur le terrain, on profite du lac. Fait que ça reste du travail, tu sais, on gère un peu les locations, les ménages, on replace des trucs, mais on décroche quand on va là quand même, fait que je me permets ça. Puis les voyages aussi, partir un mois et demi, tu sais, puis j'ai travaillé, tu sais, comme je disais, peut-être 20 heures semaine pendant un mois et demi. OK, quand 20 même, heures, ça va, peut-être même moins, là, certaines semaines. Fait que c'est ça, oui, je suis capable de me permettre ça. Puis c'est important, je pense, parce que, tu sais, au final, les moments de repos, c'est souvent ceux qu'après ça, j'ai les meilleures idées pour revenir. Fait que je vais toujours me rappeler quand, à un moment donné, je ne voyais plus les bouts, là, quand j'étais en agence, il y a quelqu'un qui m'a dit avec qui je travaillais, qui est comme... Je l'ai toujours appelé mon âme sœur professionnelle, là, je travaillais tellement bien avec cette personne-là. Elvie, il m'a dit, si tu t'accordes pas les moments de, genre, détente, tu vas toujours rester dans tes mêmes vieilles idées. Tandis que dans tes moments de détente, surtout vu que tu travaillais souvent en créativité, c'est là que tu vas te laisser ton cerveau se reposer, puis c'est là que tes meilleures idées vont arriver. Puis on dirait que oblige-toi à reposer, comme ça tu vas être plus productif. J'étais là, ça marche pas ce que tu me dis. Mais tu sais, au final, comme c'est vrai, souvent dans les moments de détente, c'est là qu'on se permet de comme réfléchir à autre chose, puis il y a des idées qui viennent à nous-mêmes ou des flashs qui nous arrivent de méthodologie de processus de vente, là, mettons. Oui, exactement. C'est toujours ça que nos profs nous disent. Surtout en création, ils sont comme, prenez du temps pour vous, puis c'est là que vraiment que vous allez vraiment trouver les idées. Comme ça va être dans votre bain ou en conduisant, relax. C'est là que vous allez trouver vraiment les meilleures idées. Ça ressemble à ça, mais pas pour la créativité. Non, pour la créativité, c'est ça qu'ils nous disent. Genre d'aller nous dormir, aller faire quelque chose d'autre. Puis là, ça allait pas penser. On est comme, on n'a pas le temps de faire ça. Mais c'est comme, mais il faut que vous preniez pareil. C'est là que vous allez penser à des idées de campagne, mettons, quand on fait des projets, tout ça. Oui, absolument. Puis on voulait parler un peu de ton podcast. Oui. Comment que ça t'est venu l'idée d'en faire un? Tu en as parlé un petit peu, mais tu peux nous rentrer un peu plus en détail? Ben, Apéro RH, c'était vraiment dans le but, justement, de se mettre dans le milieu de la conversation du monde des ressources humaines parce que une autre chose qui est comme apparue dans les dernières années avec la pandémie, c'est le marketing RH. Donc, puis c'était quand même un concept qui était méconnu, autant que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Puis dans les entreprises, le marketing RH tombe comme entre le département du marketing et le département des RH. Puis nous, au final, ce que c'est le marketing RH, c'est de la diffusion de culture d'entreprise sur les réseaux sociaux. Mais donc, j'avais à résumer très simplement. Là. C'est beaucoup plus que ça, mais tu sais, créer du contenu engageant, donner envie de venir travailler, d'attirer les candidats à travers le contenu. Je sais pas si vous avez vu les campagnes de... Qui est un bon exemple. À un moment donné, il y avait IGA a fait une grosse campagne, ça avait super bien fonctionné. Ou même Club Piscine en ont fait aussi, ça avait super bien fonctionné. Fait que, bref, il y a des façons de recruter sur les réseaux sociaux. Puis, on était comme, comment qu'on se met encore au courant de ce qui se passe dans le milieu des RH? Nous, on n'a pas étudié en ressources humaines. Tout l'aspect stratégique, tu sais, de décider la mission, vision, valeur de l'entreprise, les cultures, tu sais, toute ta culture d'entreprise, on fait pas la stratégie. On fait juste la diffusion.
mais on se dit, on veut quand même se tenir à jour sur ce qui se passe. Mhm. Fait qu'on s'en va faire un podcast. En parlant avec du monde, on va poser des questions qui nous intéressent, puis on va apprendre comme ça. Puis en même temps, il y a d'autres gens qui vont pouvoir se mettre à jour sur tout ce qui se passe. Fait que là, on est dans notre 3e saison cette année. Cette année, le sujet, c'est beaucoup plus des sujets d'actualité dans le monde des ressources humaines. Fait qu'on pense à l'AI en milieu de travail, tout le côté équité, diversité, inclusion aussi, qui est comme, c'est pas des nouvelles, mais c'est des choses que c'est super bon de toujours te mettre à jour. Les conflits intergénérationnels aussi, à travers, tu sais, pense à un jeune qui vient de rentrer, là, qui veut 4 semaines de vacances, horaire flexible, tandis que l'autre, ça fait 30 ans qu'elle est dans la même entreprise, puis qu'elle vient d'avoir 3 semaines de vacances. C'est difficile à jauger pour les grosses organisations. Fait que bref, c'était vraiment le but de ça, de pouvoir comme réunir un peu cette communauté-là. Puis on a un événement présentiel, justement, ben là, ce podcast va être sorti quand ça va avoir lieu, là, mais dans quelques jours pour réunir toutes les gens des ressources humaines. Ben pas toutes, mais c'est un petit événement. On a des conférences, des ateliers. Puis on est commandité par la Société de développement commercial, la SDC, de notre quartier, pour justement encourager les gens du secteur à venir à l'événement. Fait que ça ressemble à ça, le podcast. C'est quand même très corpo comme podcast. Là. C'est pas... c'est un petit peu différent des podcasts. Oui, c'est ça. On a quand même beaucoup... Bon, écoute, en termes de code d'écoute, on en a peut-être 10-12 000 total. Si on se fie juste comme aux épisodes audio, là, pas les vidéos. Mais ça reste que comme c'est les mêmes personnes, puis c'est très, très ciblé. Puis souvent, j'entends quelqu'un que j'ai interviewé qui dit « Ah oui, ma collègue avec qui j'ai étudié, elle travaille dans le Vieux-Port, puis elle l'écoute. » Fait que, tu sais, ça fait quand même le tour dans ce milieu-là, puis c'est un petit milieu, fait que... Fait que c'est bon parce que vous rejoignez quand même une bonne partie du milieu. Oui, je pense que oui, du moins, on a pu venir. C'est ça, puis il n'y a comme pas de questions niaiseuses parce que n'étant pas en RH, des fois, je pose des questions qui peuvent paraître de base, mais ça veut pas dire que la personne qui étudie en ressources humaines, là, imagine s'il y a 5 ans, la personne qui étudie en marketing ne savait pas comment faire du Facebook Ads. Imagine comment la personne en ressources humaines savait encore moins c'était quoi du Facebook Ads. Mais maintenant, les gens prennent pour acquis que tu es en RH, il faut que tu fasses du marketing RH, il faut que tu fasses des campagnes marketing. Ça vient beaucoup là, sur les épaules des gens. Ils n'ont pas beaucoup de cours de marketing. J'ai une amie qui est en ressources humaines, elle fait le bac en ressources humaines. Je me suis dit, je sais comment faire ça. Elle n'a pas, j'ai déjà parlé avec elle, elle n'a pas de cours de marketing à peine. Je pense qu'elle a peut-être eu un de base en première année, puis c'était comme... C'est tout. Puis ça tombe comme dans le cours du marketing au final. Mais ce qui arrive, c'est que, mettons, quand moi je parle des entreprises, même les grosses organisations me disent « Ah, ben j'ai quelqu'un qui publie ses réseaux sociaux. » Ouais, il publie vos produits, il s'adresse à votre consommateur. Mais il y a une balance à faire des fois si vous recrutez, des compagnies qui recrutent beaucoup, là, fait qu'on pense à commerce de détail. Tu peux avoir l'air cool avec ton équipe, puis ça va attirer aussi les clients, mais ça va aussi attirer les candidats. Il y a une bonne façon de le faire là, pour que ça fasse les deux objectifs au final. C'est fou. Puis, ouais, en fait. Puis, tu as un peu parlé de son évolution pour la 3e saison. Oui, c'est en présent ce moment, oui. OK. Est-ce qu'il est comme à long terme plus long? Ben, je sais pas, là, c'est quand même loin. Comment tu vois ça? Comment tu vois l'évolution de ton podcast? Écoute, je vais vous dire un scoop, mais je pense que ça va être notre dernière saison. OK. Parce que on fait de moins en moins de marketing RH au sein de notre propre organisation. Puis, ayant fait une grosse planification stratégique récemment où toutes mes activités de développement des affaires sont mesurées, calculées pour voir comme quelle activité va rapporter le plus au final là, en termes de chiffre d'affaires. Apéro RH est un projet qui prend énormément de temps et qui n'a pas nécessairement débouché à énormément de contrats. Si on regarde vraiment juste concrètement, ça a débouché à plein de choses, des belles relations, de la belle visibilité, tout ça. Mais au-delà de ça, on a fait 3 belles saisons. On va voir qu'est-ce qui va... Est-ce que, on est 3 dans ce projet-là, fait qu'est-ce que quelqu'un d'autre va reprendre le concept, puis ça va être encore enregistré, mais si vous le savez, là, préparer les questions, publier tout ça, faire les short-form vidéos, c'est beaucoup, beaucoup de temps. En ce moment, c'est comme 5-6 heures de ma semaine, juste ce projet-là avec l'événement présentiel. Puis c'est 5-6 heures que je pourrais mettre à faire du cold message sur LinkedIn ou appeler des futurs clients. Fait que je sais pas à quel point ça va perdurer dans le temps, mais ça a été un beau 3 ans. Puis j'espère que quelqu'un va continuer le projet du moins. Puis je suis prête à sûrement le laisser aussi à quelqu'un qui veut juste reprendre le nom puis le concept aussi. Fait que... OK. Puis est-ce que tu voudrais en partir un autre? Est-ce que tu veux faire d'autres choses? Tu veux concentrer sur l'autre? L'autre avec l'association, c'est ça? Oui. Ben lui, l'association, je suis comme co-animatrice, fait que c'est pas moi qui l'anime. Je suis là comme plus dans les interviews avec les créateurs. C'est Laurence, ma collègue, qui l'anime. C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas encore l'avenir de comment les podcasts vont perdurer. T'sais, on a un studio, fait que c'est facile d'en faire. On dirait que j'ai fait comme le tour personnellement
de podcasts que je pouvais faire dans le monde des affaires, dans le sens que, à part être invitée, là, mais je veux dire, personnellement, comme animatrice. Est-ce que je repartirais un autre podcast? Peut-être, mais ça serait sûrement complètement différent. Tu sais, j'avais eu des idées d'un podcast sur toutes les choses qui sont sur la désinformation qu'on entend, fait des petites 10 minutes de tu pensais que, mais dans le fond, tu sais, comme tu pensais que l'astrologie c'était prouvé, mais dans le fond, scientifiquement parlant, l'astrologie c'est pas prouvé pantoute. Fait que tu juste informer les gens de genre t'as le droit d'y croire, mais genre c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux, puis là, ils sont sûrs que genre ils vont prendre une pierre d'améthyste puis ça va soigner leur cancer. Là, on veut pas ça non plus. Fait que soit un podcast qui est comme sur la désinformation ou quelque chose de plus humoristique aussi pour plus drôle, mettons, faire un peu vous connaissez FDB qui fait lui qui est le poché fils. Ouais, lui il fait comme il joue un rôle puis il imite vraiment quelqu'un, un entrepreneur dans le fond, puis en tout cas vous irez voir là, c'est très drôle son contenu. T'as du talent en humour? Hein? T'as du talent en humour? Je le sais pas, mais honnêtement, j'aimerais. C'est le genre de choses que je pense que repasser un podcast, j'irais dans une zone que je suis jamais allée pour développer quelque chose. Fait que ce soit genre le côté humoristique ou que ce soit le côté faire des recherches un peu plus scientifiques. J'essaierais de découvrir, de faire ça comme un autre projet qui juste un côté de ma personnalité que je développerais en fait. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais, vraiment. La désinformation aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment intéressant à explorer. On en parle vraiment beaucoup dans des cours, mais genre... Ouais. On a reçu Michel M. Décoloré sur Acria. L'épisode est sorti récemment, justement, puis on en parle beaucoup. Là, c'est vraiment intéressant. Cool. Sur eux, dans le milieu médical. Comment faire tes recherches aussi pour s'assurer que... Parce que c'est sûr, si tu marques pourquoi la crème solaire, c'est pas bon, tu vas avoir des articles qui montrent pourquoi la crème solaire, c'est pas bon. Si tu marques pourquoi la crème solaire, c'est bon, tu vas avoir... Fait que de taper des questions neutres, est-ce que la crème solaire, tu sais... Effet de la crème solaire, mettons, on en parle dans le podcast, c'est exactement la même chose, mais c'est important. C'est ça, exact. Puis maintenant, en tant qu'entrepreneur, quelle est ta vision pour l'avenir de l'influence marketing digital au Québec? Alors, l'avenir du monde de l'influence ou du marketing? Ça peut être les deux. Oui, parce que c'est un peu différent. Le marketing, clairement, là, avec l'intelligence artificielle, genre, le contenu va se générer tout seul beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que la force va résider dans la créativité. ChatGPT peut être créatif, puis des fois, il est un peu trop, puis ça cause des problèmes aussi dans certains cas, mais je pense que ça va être vraiment de penser en termes de campagne marketing qui va faire la force. C'est un peu comme c'est sûr que le brainstorm là, du 649, là, quand il arrive un truc, puis va t'acheter un 649, ça va rester. C'est le genre de concept que je pense pas que l'intelligence artificielle, du moins dans les prochaines années, va être capable de développer. Mais tout ce qui est photo, vidéo, etc., va être très, très présent. C'est encore là, c'est un guess, mais j'ai l'impression que ça va tellement être présent qu'à un moment donné, les gens vont se tanner, fait que le contenu humain va revenir, le contenu qui est filmé un peu boboche va revenir parce que les gens vont vouloir voir de l'humain. Puis ça, on l'a vu pendant la pandémie, qu'on était super enfermés, on pensait plus jamais qu'on donnerait 2 becs à personne, puis finalement, c'est revenu super rapidement. L'humain veut revenir aux bases souvent. Fait que ça, pour le marketing, je pense que ça va être juste de rester à l'affût de ce qui se passe puis de pas être les yeux fermés. Parce que même si ça fait... Je m'excuse, mais ça fait chier là, que ça vole les jobs de rédacteurs, ça fait chier que ça vole des jobs. On n'a pas le choix. L'AI, c'est comme l'arrivée de l'Internet. Ça a changé plein de choses. Il faut se tenir à jour parce que sinon, la vague, on va la manquer. C'est vraiment important. Au niveau de l'influence, je suis vraiment partagée parce que autant que c'est un milieu qui devrait être, je vais mettre des gros guillemets pour les gens à la maison, réglementé, entre guillemets, autant que c'est un métier créatif qui ne devrait pas être réglementé. Donc, nous, en tant qu'association, on a toujours est-ce qu'on met une charte de déontologie? Est-ce qu'on met des règles? Mais on ne veut pas mettre des règles parce qu'en même temps, les gens sont créatifs, puis si on leur met des règles puis des barrières, ça sera pas, le métier sera plus un métier créatif. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui ne vient pas bloquer la créativité puis mettre les gens dans des boîtes. Mais en même temps, c'est sûr que tout l'aspect des informations qui est important à garder en tête. Mais je pense que par le fait de récompenser des créateurs qui le font bien, ça va mener vers du positif aussi. Mais on pourra jamais empêcher toutes sortes de désinformations sur les réseaux sociaux. Mais je pense à la création de contenu, puis tout ce qui est du contenu UGC généré par les utilisateurs de la plateforme, là, c'est de plus en plus populaire. Ça fait un pont entre l'influence puis le marketing, mais je pense que ça va être quelque chose qui est
On le voit déjà, là, toutes les campagnes avec Secret où ils utilisent ça, ils travaillent tous avec des créateurs de contenu qui font leurs vidéos, puis ils sponsorisent la vidéo du créateur dans ton feed. Fait que tu t'arrêtes parce que tu penses que c'est une vidéo d'un créateur. Fait que la stratégie est excellente. Des fois, il y en a qui c'est vraiment rendu bon. Une fois, je suis comme, oh my god, c'est vraiment bon. J'enregistre des fois, parce que je suis comme ça, me donne des idées pour faire d'autres affaires. Moi, des fois, je vois une bonne pub, je l'enregistre. Des fois, je vois même pas que c'est une pub. idée. Parce que je regarde une créatrice de contenu que je suis beaucoup, puis je suis comme. Genre, des fois, je regarde après en bas dans les commentaires ou sinon dans sa fiche descriptive sur TikTok. Puis là, je vois hashtag pub. Puis là, c'est une pub! Moi, j'ai pris cette réflexion des enregistrés. Elle était comme dans un autre thème de sa vie. Ouais, puis même, c'est la même chose avec le gala. Quand on développe des activations, parce que, mettons, comme Karen Jonca, l'année passée, il y avait une balançoire. Puis c'est avec nous qu'on brainstorm les thématiques puis les sujets. Puis là, je peux dire la thématique parce qu'elle va être annoncée sûrement à cette date-là, mais ça va être genre Secret Garden, Jardin enchanté, un petit peu la thématique cette année. Mais ça reste que plus que le commanditaire est intégré à la thématique de l'événement, plus que ça va se faire prendre en photo. Si le commanditaire nous impose, mettons, une grosse machine qui ne fit pas à toutou, qui ne fit pas du tout, mettons, je dis n'importe quoi, mais dans la thématique de l'événement, les gens, ils vont pas filer dans le mood d'aller là. Fait qu'il faut intégrer, c'est difficile parce qu'il faut intégrer le commanditaire avec son branding au branding du Gala Influence Création, à notre thématique du Gala Influence Création. Il y a comme 3 parcelles à développer avec notre concept. Mais... Comme les meilleurs qu'on dit tout le temps, nous, comme ton épreuve, l'Uni, c'est OD, mettons, qu'eux, ils intègrent tout le temps les logos. Là, ils font tellement de bonnes activations comme dans leur... réfléchi. C'est tout le temps bien réfléchi, puis des fois, tu te rends pas compte que tout le long, mettons, c'était un sketch pour... un commanditaire, mais que c'est vraiment intégré dans l'activité tellement que... Vraiment. C'est vrai, hein? C'est vrai, ils font beaucoup de ça. Ouais, on les voit même, des fois, on réécoute genre des parties au début. Ah, tu fais ça encore? Oui, on fait ça en classe parce qu'ils disent, mettons, pour nous s'inspirer, parce que j'ai un cours de médias surtout présentement. Fait qu'on voit vraiment ça dans mon cours de médias, on voit où diffuser le message puis tout. Là. Ah, mais je savais pas que vous voyez ça à l'école. Puis c'est cool parce que, tu sais, tout l'aspect commanditaire, ça reste tu sais, c'est quand même méconnu, là, dans le sens que comment on charge comment des commanditaires, comment que, tu sais, nous, on a monté un plan de commandite puis on est allé se renseigner, mais tu sais, on charge-tu au coût par 1000? Là? Maintenant, oui, on a un coût par 1000 vues, mais la première année, on l'estime comment, le coût par 1000? Maintenant, on a tout notre tableau Excel avec combien de gens nous ont vus, mais c'était quand même, tu sais, faire un plan de commandite, là, la règle des bonnes pratiques pour faire un plan de commandite, c'est... Mais c'est pas facile. Pas, là, tant que ça, mais je suis contente s'il l'enseigne un peu. On a un cours de commandite et un cours de médias. Ah! Fait que j'ai eu déjà le cours de commandite, puis on a fait un plan, on faisait une campagne. Ah, c'est cool. C'était vraiment le fun. Puis on a eu, là, présentement, un cours de médias, c'est comme une suite un peu. C'est un nouveau programme, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment été remis à jour récemment, puis c'est ça, on a vraiment des cours le fun. Combien de cohortes? Deuxième? Troisième? Techniquement, je suis en deuxième. Deuxième cohorte, quand même. C'est la deuxième fois qu'ils se donnaient, puis il y a des cours, c'était la première fois qu'ils se donnaient. Ouais, c'est c'était encore... Ah oui, c'est vrai. T'as profité. Cool. Ouais, j'en sais. Mais ouais. Ah, mais tu me dirais un peu ce que t'as franchi. C'est ça bon pour qu'on apprenne aussi, là. Fait que... Mais c'est vraiment le fun, puis c'est ça qu'on voit toute seule. OK. Intéressant. Mais c'est le fun parce que c'est tellement des choses qui sont pas connues, là, dans le sens, les gens savent pas combien charger. C'est la télé, une grosse différence entre la télé et les campagnes d'influence aussi. Moi, je veux savoir aussi un peu comme le marketing digital qu'on voit tout le temps passer, ces réseaux sociaux qui vendent des formations. T'en penses quoi de ça? Ouais. C'est un exemple. Je trouve que c'est juste que, mettons, moi, je trouve ça plate des fois que je vois, mettons, du monde comme, je deviens full riche avec le marketing digital. Quand que moi, j'étais à l'université, j'étais en train de faire un bac pour faire ça. Puis tout, c'est comme un peu, je sais pas, comme défaire un peu le métier, genre. Je trouve que c'est comme ça réduit un petit peu que c'est genre, je fais du marketing, genre, c'est juste rendu aussi, genre, tu peux faire ça avec une formation. Ils vendent sûrement qu'ils vendent une solution miracle, mais peut-être que ça. Mais je sais que c'est pas nécessairement vrai, mais. Ben, c'est sûr que moi, j'en ai fait des cours dans ce style-là au début parce qu'il n'y avait aucune autre formation qui existait, tu sais. C'était pas genre, deviens riche avec... c'était dans le temps, c'était Roxy Valade, mon entrepreneur, son nom. Elle faisait des formations en ligne puis tout. Puis c'était vraiment intéressant, tu sais. Elle avait passé à travers une formation avec le personnel, les KPI, elle passait vraiment à travers comme la grosse base au final, tu sais, comment faire du email marketing avec MailChimp. C'était vraiment très pratique. Après ça, de vendre des fausses promesses. Puis tu sais, souvent, ce qu'on voit avec les formations, c'est que t'as des formateurs qui vendent des formations à d'autres formateurs, on dirait que c'est tout le temps les mêmes mondes qui achètent. Après ça, est-ce que c'est mauvais? Peut-être pas. Je comprends ton point que c'est frustrant parce que tu as fait comme plusieurs années d'école puis ils pensent qu'ils peuvent vendre ça en 1 heure de formation. Clairement, la réponse, c'est non. Là, tu vois le temps, pourtant, c'est pas valide. Puis ça reste encore nouveau. Fait que, je sais que vos programmes, tant mieux s'ils sont mis à jour, mais ça ne l'était pas il y a quelques années non plus. Mais c'est vraiment plus ceux qui veulent
Tu sais, il y a des gens, des fois, tu vas voir, c'est les gens qui se font avoir avec ça qui est plate. Puis tu vas voir l'expérience, mettons, du formateur, puis tu sais, il te montre comment monter une business à 1 million, mais lui, la façon qu'il te montre comment monter une business à 1 million, c'est en te vendant une formation qu'il te montre comment monter. Puis il n'y a jamais eu d'expérience dans le milieu. Tu sais, va voir le CV, la personne va voir sur LinkedIn, est-ce qu'elle a vraiment vendu une entreprise? C'était quoi l'entreprise? Tu sais, elle l'a vendu combien? Informe-toi si elle a vraiment une expérience qui démontre qu'elle peut te montrer. Parce que les formateurs qui sont, en ce moment, ce que je trouve plate, c'est que les formateurs qui vendent la fausse formation viennent diminuer la valeur des formateurs qui vendent la bonne formation parce que tu sais plus nécessairement qui croire, mais c'est quand même facile d'aller voir sur LinkedIn puis juste de t'informer puis de dire OK, oui, ça c'est valide, ça c'est pas valide. Puis encore là, ce qui est valide pour un peut ne pas être valide pour l'autre, là. Mais c'est vraiment de t'informer parce que actuellement, mettons, moi j'étais rendue à une étape que j'avais besoin de coaching ou de mentorat puis je savais pas vers qui me tourner. Là, j'étais comme, à part mon cours à l'Uni que je t'ai parlé, mais sinon, vers qui je me tourne pour une formation ou un coaching, comment je sais que la personne, tu sais, c'est arrivé des fois, j'ai eu une formatrice, puis elle me dit, je sais pas, après une formation, elle était comme, je sais pas quoi dire de plus. Seulement, genre, j'ai posé des questions qu'elle était pas au courant, qu'est-ce que c'était, genre, en termes de stratégie d'affaires, j'étais plus avancée qu'elle, fait que c'est pas normal mais ça un peu m'arrive, que... non, c'est ça. Fait que de regarder le CV, de pas être naïf un peu. Puis sinon aussi, il y a quand même l'aspect des mentors, là. Tu sais, moi, j'ai une mentor qui est la présidente de l'A2C. Elle avait une agence, l'agence Dada, puis une communication. Puis elle vient de vendre, je pense, elle est plus... en tout cas, elle a annoncé récemment, il faut que j'aille faire une petite mise à jour avec elle bientôt. Mais puis ça m'aide vraiment beaucoup, là, c'est de redonner au suivant, là, d'avoir un mentor ou des mentors qui te donnent des conseils, c'est vraiment bien, là. Souvent, c'est des gens qui ont réussi, qui ça leur fait plaisir de te communiquer gratuitement de l'information, juste parce qu'ils veulent te voir réussir aussi. Ils vont pas te charger 300$ de l'heure. Ouais, c'est vraiment le fun que ça, c'est accessible. Ouais, mais c'est parce qu'on avait déjà parlé dans les autres podcasts de mentors, puis souvent les gens nous répondent qu'ils n'en ont pas nécessairement. Ouais. Puis là, on dit comme, je sais pas, mais comment c'est intéressant que t'as, comme, dans ce domaine-là, c'est... Mais de demander à aller prendre, tu sais, je sais que j'ai mon assistant Jean-Michel a déjà demandé à quelqu'un de chez LG2, je ne sais plus c'était qui le poste, mais on peut aller prendre un café ensemble. Il a dit oui. Les gens qui ont réussi, qui savent par quoi qu'on passe, sont super ouverts à nous. Puis on s'entend que LG2 puis nous, on est loin d'être compétiteurs. Là. S'ils gagnent un mandat, c'est parce que c'est des beaucoup plus gros mandats que nous. C'est pas la même affaire. Puis même là, tu sais, même s'il y avait des mandats que, tu sais, ma mentor m'a dit à un moment donné que ça arrivait qu'elle et son mentor, il répondait aux mêmes appels d'offres. Mais il s'appelait puis il se niaisait. Puis, tu sais, c'est de la coopétition. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Moi, j'utilise ça souvent. Au lieu de la compétition, c'est de la coopétition. Comme la coopération. C'est un peu terme, mais c'est vrai pareil, tu sais, je veux dire. Fait que ça vient. Pour répondre plus concrètement à la question, je pense que c'est juste de vérifier l'information si elle est valide ou non. Puis, c'est une formation, c'est pour avoir des formations de perfectionnement à ton cours. Est-ce que tu as vraiment appris comme tous les logiciels d'email marketing? En Uni, peut-être pas, peut-être que non. oui. Clairement, on n'a pas le temps de te voir ça. Ça, pour savoir laquelle tu choisis, des formations Super Impact et Québécois, MailChimp, MailerLite, il y en a tellement qu'après ça, tu sais, peut-être que tu aurais besoin de formation en email marketing. Là, ça vaut la peine d'aller vérifier. Ça, moi, je suis pour ça, rajouter de l'information, mais c'est juste que je trouve que c'est plate. Qui vendent des affaires juste pour vendre, puis que c'est juste comme t'es comme, c'est pas... Tu vends juste du rêve, mais c'est même pas vrai. Exact, oui. Ça devrait avoir des petites réglementations là-dessus. Puis là, tu viens de parler de tes formations un peu, puis de ton expérience personnelle, en fait. Qu'est-ce que tu dirais quelles sont, en fait, les compétences nécessaires, les qualités nécessaires pour pouvoir réussir dans le domaine du marketing ou digital ou de l'influence, là? Ou tu peux répondre aux deux? C'est sûr que je vais répondre aux valeurs d'entreprise, là, mais l'audace, genre oser, essayer, l'audace, définitivement, que ce soit à travers oser, essayer quelque chose de plus créatif, mais oser essayer un changement dans une campagne marketing juste pour comme tester parce que je veux pas en étant en marketing digital, il y a beaucoup d'approches de tests là. Puis là, on le dit souvent, nous, le marketing, c'est pas une science infuse. Des fois, il y a des choses que tu penses qui vont fonctionner, ton expérience va aider fortement à savoir ce qui va fonctionner puis ce qui va pas fonctionner, mais ça risque des fois, on le voit là, des trends super niaiseux qui partent en vrille puis que ça fonctionne super bien puis t'es comme, mais pourquoi, tu sais? Fait que l'audace d'essayer ça définitivement. Puis l'aspect aussi de vouloir toujours rester informé. Fait que la débrouillardise, sinon de nos valeurs aussi chez Wavency, mais si tu vois que quelque chose fonctionne pas, d'aller chercher pourquoi, de tenter des affaires, tu sais, il y a tellement de choses que tu peux apprendre, genre, puis ça a été dès le début que je me lançais dans la création de contenu, je passais des soirées à écouter genre des growth hacks sur YouTube pour essayer de voir comment genre, craquer l'algorithme, pour voir genre, tu sais, combien d'hashtags mettre, genre, à quelle heure publier, quelle journée publier, puis toutes ces affaires-là, puis
ça, c'est important de te tenir à jour. Ça l'est un Mhm. petit peu moins maintenant parce que l'algorithme est fait un petit peu différemment qu'elle Mhm. était faite dans le passé, là, qu'il fallait publier genre 8 fois par jour. Mais il faut quand même rester informé. Puis encore une fois, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est de pas penser que là, parfait, on connaît tout, ça roule, on reste assis. Non, il y a une nouvelle affaire qui sort. Là. Il y a tout le temps une nouvelle technologie, il y a tout le temps un nouveau programme, il y a tout le temps une nouveauté, un nouveau trend. Il va toujours avoir quelque chose. Fait que c'est d'accepter que ça sera pas genre le day-to-day va toujours être différent. Puis c'est un beau défi en même temps parce qu'on s'ennuie jamais. OK. Fait que dernière petite question. Oui. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, quel conseil tu aurais à leur donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine? Premièrement, je pense que c'est de pas être pressé de se lancer parce que d'avoir eu de l'expérience, j'ai essayé de me lancer comme graphiste quelques années avant d'avoir mon expérience en agence. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que ça vient avec le fait que du graphisme, c'est des demandes spontanées. Tu sais, là, les réseaux sociaux, c'est des forfaits récurrents mensuels qui reviennent à tous les mois. Fait que beaucoup plus facile d'avoir une stabilité financière. Mais c'est pas obligatoire de faire comme tous les entrepreneurs avec des formations à 1 million de dollars disent de genre, moi, là, j'étais tannée du 9 à 5, là, puis du jour au lendemain, j'ai tout quitté pour partir mon entreprise. La même C'est phrase tout qu'on le temps entend ça. tout le temps. Genre, tu peux y aller en temps partiel. Tu peux, je veux dire, tu te fais un 9 à 5, une petite heure le matin, 2-3 heures le soir, le week-end, commencer tranquillement. T'es pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain, de te ramasser à la rue. Genre, c'est pas grave, là, si tu commences tranquillement, là, prendre 1 ou 2 clients, puis y aller, tu sais, slow, puis à un moment donné, quand que peut-être changer de job, avoir un job à temps partiel, tu sais. Honnêtement, quand je me suis lancée, au début, vu que c'était la pandémie, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des programmes d'aide gouvernementaux. Mais je me disais, j'étais tellement stressée de ne pas arriver financièrement, mais je me disais, tu sais, j'irai travailler au Tim 20 heures juste pour couvrir mes frais le temps que ça passe, au pire. Tu sais, c'est pas... Ça, j'aurais pas espéré ça. Pourquoi je dis le Tim, c'est que, tu sais, d'aller travailler des fois, mettons, dans ton domaine, puis de faire tu sais, souvent, t'as des contrats qui fait que tu peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que je dis ça, mais définitivement de prendre l'expérience avant, après ça, partir à ton compte. Puis des fois, il y a une transition que, justement, si tu es en agence, mettons, toi, tu quittes l'école, tu es en agence, peut-être que tu pourrais pas partir à ton compte à temps partiel à cause des contrats avec l'agence que tu aurais de non-compétition, peu importe. C'est pour ça que je disais le team, parce que si j'aurais pas eu de compétition avec personne, puis c'est comme une job facile, entre guillemets. Je m'excuse pour ceux qui travaillent au team, je suis sûre qu'il y a des roches vraiment intenses que mais bref. Fait que tu n'es pas obligé de tout quitter du jour au lendemain, de te lancer. Tu peux y aller progressivement, un client à la fois, travailler ton offre, puis aller voir aussi. Genre, tu sais, tu penses des fois que tu as une idée qui est bonne, mais ça se peut qu'elle soit pas bonne. Là. Quand je me suis lancée, j'étais comme, je vais créer un forfait de création de contenu pour les courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers se font tellement solliciter pour la création de contenu. Là. J'avais été voir un peu ce qui se passe, des agences marketing spécialisées en courtier immobilier. Là. Il y en a. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que tu penses des fois que c'est bon, mais pas parce que tu penses que c'est bon, que c'est pas ça veut pas dire que c'est bon. Là. Fait que d'aller voir aussi. Puis aussi, une autre chose, c'est que une bonne idée, ça vaut rien. Ce que ça vaut, c'est l'exécution. Fait que même si c'est une bonne idée, elle vient en tête, mais bravo. Genre, puis tu sais, il y a des fois, les gens sont comme, j'ai une bonne idée, mais je vais pas t'en parler parce que j'ai pas de mon idée. Genre, ta bonne idée, elle vaut rien tant qu'elle n'est pas exécutée, puis exécutée comme il faut, dans les délais qu'il faut, puis dans les, tu sais, il y a plein d'affaires, là, dépendamment de ton idée d'application, peu importe. Fait que ça, je te dirais, c'est pas mal les 2 conseils que j'aurais, là. Fait que prendre son temps, là, il y a rien qui presse, ça. Puis surtout pas en marketing, tu sais. Mettons, mon conjoint, quand je l'ai connu, il avait une entreprise en tech. Puis c'était un programme qu'il développait qui faisait en sorte que si son compétiteur le dépassait, il prenait le monde au complet à cause de la technologie qu'il avait. Fait qu'il n'y avait pas le choix de faire des heures de fou, puis de grandir plus vite que l'autre, puis de lever des rondes de financement plus vite que l'autre, parce que sinon, ben, ça fonctionnait pas, puis il se faisait dépasser. Nous, en marketing, c'est pas ça, la réalité. Oui, on veut grandir, oui, on veut aller vite, mais au final, à la fin de la journée, les compétiteurs, on en a, on va toujours en avoir, puis c'est pas comme si on avait un produit qu'il fallait qu'il prenne la place du marché avant l'autre. Il y a de la place pour tout le monde. Oui. Mais parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'être venue. Puis oui. avoir fait autant de route pour venir ici. Ça me fait plaisir. Puis on se demandait, pour les auditeurs, où qu'on peut te retrouver? Oui, quelle plateforme? Pas mal toutes les plateformes, mais je suis pas mal plus active sur LinkedIn, Maude Belleval. Puis sinon, quand même TikTok, Instagram, Maude Belleval aussi, je suis quand même pas mal active. Sinon, les plateformes de Wave NC ou ceux de la Créa, évidemment. OK, parfait. Mais pour nous, vous nous retrouver ici sur tous nos réseaux sociaux, une semaine sur 2. Puis on demanderait aussi de vous abonner, ce serait vraiment, vraiment apprécié, surtout à nos amis, notre famille. Oui, vous abonner, ça va nous donner un petit coup de main et nous liker à tout ce que vous voyez, ça me ferait vraiment apprécier. Merci beaucoup. Merci. Bye.